Je vais vous parler d'un patient qui a consulté récemment à Luc-Hazard, de 52 ans, pour un malaise avec chute et traumatisme de cheville. Donc une thématique pas très risque cardiovasculaire pour le moment. Un patient d'origine caucasienne qui est gardien au Sénat, plutôt actif puisqu'il pratique la course à pied 1 à 2 fois par semaine, sans intoxication, qui présente un discret surpoids avec un IMC à 27 et chez qui le père a fait un infarctus du myocarde précoce à 48 ans. Son seul antécédent notable sont des malaises qui ont été étiquetés vagos jusqu'à présent, mais qui n'ont jamais bénéficié d'exploration. Donc, dans ce contexte de malaise, il est vu à Luc-Hazard où il a consulté. L'interrogatoire oriente assez nettement vers un malaise vagal dans un contexte de chaleur, de douleur lombaire. L'examen clinique est normal, l'électrocardiogramme strictement normal, l'échographie strictement normale aussi, le massage sino-carotidien normal. Donc tout se veut plutôt rassurant. On lui prescrit tout de même un Holter ECG à réaliser en externe, une épreuve d'effort car il y avait des notions de malaise en post-effort également, une biologie et une consultation de contrôle. Et donc il est revu quelques mois plus tard en consultation de cardiologie. Le patient est parfaitement asymptomatique sur le plan cardiovasculaire, il n'a pas fait refait de malaise depuis. La tension artérielle est équilibrée à 120/75, l'examen cardiovasculaire est lui aussi strictement normal. Il bénéficie d'un électrocardiogramme qui est toujours normal. Le Holter ECG qui a été réalisé est normal, sans trouble du rythme ou conductif. L'épreuve d'effort est quant à elle aussi très rassurante. Un effort mené jusqu'à 98% de la FMT, une charge de 180 watts, une capacité d'effort strictement normale, sans signe dysclénique, clinique, électrique, trouble du rythme, avec un profil tensionnel strictement normal. La petite chose qui nous interpelle, c'est la biologie. Une NFS normale, une fonction rénale normale, un bilan hépatique normal, une hémoglobine glyquée normale inférieure à 6,5, donc l'absence de diabète. Et sur le bilan lipidique, on note un LDL à 1,5 g par litre, avec un HDL à 0,57. Donc là, je vais vous solliciter un peu pour savoir ce que vous feriez. Qui introduirait des règles hygiéno-diététiques chez ce patient? Tout le monde, je pense. Qui introduirait un traitement hypolipémiant? Pas grand monde. Qui introduirait un traitement anti-agrégant plaquettaire? Personne. Qui réaliserait des examens complémentaires avec par exemple un Doppler des TSA? Quelques personnes. Qui réaliserait un coroscanner? Rares personnes. Et qui réaliserait un score calcique coronaire? Quelques personnes aussi, mais pas grand monde. Ok. Donc, pour réfléchir, on peut se baser sur les recommandations sur la prévention du risque cardiovasculaire paru en 2021, donc chez les personnes en apparemment bonne santé. La première étape chez ce patient, bien sûr, c'est les règles hygiéno-diététiques, les recommandations sur le style de vie. Ce patient ne fumait pas, mais l'arrêt du tabac quand le patient fume est impératif, et c'est une des mesures qui a montré le plus grand bénéfice pour les patients. Avoir une tension inférieure à 160, ce qui est son cas. Donc il a 52 ans, et donc on nous demande d'estimer son risque cardiovasculaire via le score 2, donc qui évalue le risque d'événements cardiovasculaires fatal et non fatal à 10 ans. Donc notre patient de 52 ans, non fumeur, avec un LDL légèrement supérieur à 1,5, se retrouve avec une estimation du risque d'événement à 10 ans à 4%. Ce qui, pour sa catégorie d'âge, le classe dans un risque bas à modéré. Il est évident que le risque n'est pas estimé de la même manière en fonction de l'âge du patient. 3% de risque d'événement à 40 ans, ce n'est pas la même chose que 3% d'événements à 10 ans à 70 ans. Donc 4%, on n'est pas loin du cut-off pour l'âge du risque élevé, qui est à 5% pour cette catégorie d'âge. Donc, que nous disent là les recommandations? Moins de 5%. On peut considérer des modificateurs de risque pour réévaluer. Il faut réévaluer donc le risque selon la longévité du patient attendu, le bénéfice du traitement attendu pour le patient et bien sûr ses préférences. Donc les modificateurs du risque, une liste non exhaustive, l'ethnie, on sait malheureusement que les patients par exemple pakistanais ont un sur-risque de maladies cardiovasculaires, la catégorie socio-économique, la précarité étant un modificateur du risque,
Les antécédents familiaux, ce qui est son cas avec un événement cardiovasculaire jeune chez son père. Le surpoids, l'obésité abdominale sont des modificateurs du risque. Le patient a un IMC à 27, donc on peut discuter. Les maladies inflammatoires chroniques, le VIH, la polyarthrite rhumatoïde sont des choses qui peuvent modifier également le risque, ou la NASH. L'autre chose à discuter, c'est l'imagerie. Il peut se discuter donc chez les patients qui sont pas loin des seuils de risque pour les faire changer de catégorie, ces modalités d'imagerie. Donc le score calcique, il peut reclasser les patients aussi bien vers le haut que vers le bas. Un patient de 70 ans que vous estimez à risque cardiovasculaire élevé et qui se retrouve avec un score calcique coronaire à 5, vous pouvez le reclasser en risque faible et arrêter éventuellement les statines s'il en avait en fonction de son LDL. L'enjeu scanner coronaire, actuellement, il n'y a pas de données qui justifient son utilisation car il n'a pas montré d'amélioration de la stratification ou d'apport pronostic chez ces patients-là en bonne santé, en prévention primaire asymptomatique. Et le Doppler des TSA peut être éventuellement utilisé. Il peut permettre de reclassifier les patients par l'évaluation des plaques carotides avec la présence de plaques carotidiennes supérieures à 50%. L'IMT peut être utilisé même si c'est un peu moins robuste. Et on a tendance à, en tout cas dans les recommandations, ce qu'ils disent, c'est de l'envisager si le score calcique coronaire n'est pas envisageable. Concernant le traitement antiagrégant, je pense que tout le monde est d'accord, chez le patient à faible risque cardiovasculaire, pas d'indication, classe 3. Donc en pratique, ce qui a été fait, des règles génétiques et un score calcique coronaire a été réalisé. Donc, on voit des calcifications coronaires, que ce soit sur l'IVA, avec des calcifications assez marquées ici, sur la coronaire droite en bas à gauche et sur la circonflexe un peu plus bas. Le score calcique coronaire de ce patient est revenu à 951. Ce qui le place, pour sa catégorie d'âge, nettement au-dessus du 90e percentile. Ce qui nous permet vraisemblablement de reclassifier notre patient en un risque cardiovasculaire très élevé. Bien que la manière dont on reclassifie les patients avec le score calcique, les seuils décisionnels ne soient pas très clairs et varient entre les pays. Donc, le patient est revu. Après règle génétique, le LDL de contrôle n'a pas bougé, toujours 1,6 g par litre. Le poids n'a pas bougé. Que faites-vous? Qui poursuit les règles hygiéno-diététiques seules? Uniquement les règles hygiéno-diététiques. Pas grand monde. Qui introduit des statines avec un objectif de LDL inférieur à 1 g par litre? Okay. Qui introduit des statines avec un objectif de LDL inférieur à 0,7? Un tout petit peu plus de monde. Et qui introduit des statines avec un objectif de LDL inférieur à 0,55? Un petit peu moins de monde. Qui introduit un traitement antiagrégant plaquettaire cette fois? Toujours personne. Donc, que nous disent les recommandations? Nous recommandent de procéder par étapes. Viser dans un premier temps donc une pression artérielle inférieure à 140, entre 130 et 140, et viser un LDL inférieur à 1 g par litre. L'intensification du traitement doit être pour eux considérée chez tous les patients. Ils ont une stratégie assez libéraliste et disent que lower is better. Et donc, chez les patients à haut risque, on recommande un objectif de moins de 0,7 g par litre, et chez les patients à très haut risque, on a un objectif inférieur à 0,55. Ces recommandations sont des recommandations de classe 2A, niveau d'évidence C. On peut discuter avec le patient du bénéfice de ce traitement par statine pour l'impliquer davantage dans la prise en charge. Donc là, on met à notre disposition un modèle qui nous permet d'évaluer le nombre d'années de vie gagnées sans événement cardiovasculaire lors d'une diminution du LDL pour chaque 4 millimol de diminution, soit 0,4 g par litre. Et donc chez ce patient, pour une diminution de 0,4 g par litre,
on peut espérer gagner 1 an de vie sans événement. Ce qui ferait pour un LDL 1,2, il gagnerait 1 an, 0,8, 2 ans, 0,4, 3 ans. Ça peut nous servir comme base de réflexion. Concernant le traitement agrégant, pareil, pas de données chez les patients en prévention primaire, que ce soit à haut risque ou à très haut risque, en faveur de leur introduction. Pas d'études, donc pas recommandé. La décision peut être prise au cas par cas, en discutant avec les éléments du dossier et avec le patient. Mais plutôt non. Donc, ce qui a été fait en pratique, c'est un traitement par statine a été introduit avec pour idée un objectif de LDL inférieur à 1 gramme. Le patient n'a pas encore été revu, il sera revu, on réévaluera le LDL et on rediscutera avec lui en fonction des objectifs à atteindre. Conclusion, il est primordial d'évaluer le risque cardiovasculaire de nos patients et tous nos patients, je parle pour les cardiologues, on est amené à avoir des patients en prévention secondaire, des préventions pour des indications de prévention primaire, des patients pour d'autres pathologies, de l'insuffisance cardiaque, des valvulopathies, comme pour ce patient, un bilan de malaise. Il faut penser à screener ces patients, à les évaluer quand ils passent par notre consultation, et notamment avec les recommandations, l'arrêt du tabac, l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire. C'est évidemment pas que l'affaire du cardiologue, et je dirais que c'est surtout l'affaire du médecin traitant, qui est le premier recours de ces patients, qui peut les screener, évaluer leurs risques, et si nécessaire, les adresser au cardiologue pour affiner l'évaluation. Et compte tenu des niveaux de recommandation classés pour les objectifs de LDL, il est, à mon sens, primordial de discuter avec le patient des bénéfices attendus de l'introduction des traitements. Voilà. Je vous remercie. Bon, merci Karim. Est-ce que vous avez des questions pour Karim? Alors, moi, je vais commencer. Cette table, qui est la table de score 2, qui est celle de la France, hein, donc d'un pays à faible risque. Ce n'est pas celle des pays du Nord, de l'Europe, donc on est plutôt avantagé. On tombe souvent là où tu nous as amené, c'est-à-dire vers le 4%. C'est-à-dire on ne passe pas le seuil des 5% chez des gens qui sont relativement à faible risque. Et puis, on a ce dont tu as parlé, qui sont les fameux modificateurs de risque. Le problème, c'est comment tu modifies le risque, parce qu'il faut bien le chiffrer. Est-ce que ton 4%, tu lui donnes 50% de plus-value avec ton modificateur de risque et le périmètre abdominal, par exemple, ou est-ce que tu doubles, est-ce que tu triples? Alors, il y a quelques pistes dans les recommandations. Par exemple, si ton patient est pakistanais, 1,7 de risque. Tu doubles quasiment. Ouais. Donc là, on voit qu'on passerait dans une autre catégorie. Mais on n'a pas ces éléments pour tous les modificateurs de risque. Et puis, a fortiori, quand on a 2, 3 ou 4, parce que la liste est longue. Alors, ça avoue quand même que c'est très pifométrique. Les situations sont complexes. C'est pas facile à utiliser de façon précise en consultation. Sortir sa table, qui le fait. Et c'est pour ça, je pense, c'est pour les patients qui sont proches des cut-offs, patients à risque intermédiaire. Parce que ce n'est pas possible de quantifier précisément la reclassification. Mais un patient qui est limite, entre le risque bas, modéré et le haut risque, on voit que s'il y a un modificateur, 2 modificateurs, on le reclasse au risque. Après, en effet, il n'y a pas de quantification possible en l'état actuel des données. Question ? Joseph ? Avec un tel score calcique, est-ce que tu lui ferais un coroscanner injecté? Non. Non. Le patient est parfaitement asymptomatique, il pratique de l'activité physique. Il a par ailleurs eu un test d'effort qui a montré une capacité d'effort strictement normale. Pas d'indication à un test d'ischémie. Voilà. Ah, mais c'est une vraie question quand même, parce que d'abord, il y en a qui font des coroscanners pour moins que ça, à commencer des fois par les docteurs pour eux-mêmes.
Et la deuxième chose qu'on cherche quand même à franchir comme barre, c'est la fameuse barre de established cardiovascular disease, qui va te donner un seuil de cholestérol différent, qui va te faire sortir l'aspirine que personne n'a sorti quand tu as posé la question, et que tu peux franchir avec le fameux Doppler carotidien que personne n'a demandé, et le coroscanner que tu déconseilles. Alors, quand est-ce que tu vas vers l'imagerie qui va t'aider à franchir ce seuil? Il faut quoi en plus que le score calcique à 900? Personnellement, en prévention primaire chez patient asymptomatique, jamais. Jamais. C'est une position. Les données actuelles montrent, en l'état des connaissances, il n'y a pas de bénéfice pronostique ou de bénéfice sur la restratification. Peut-être que ça va venir, notamment avec des choses intéressantes qui s'étudient maintenant en scanner, l'étude de la plaque, identifier les plaques à risque. Ça permettra peut-être de reclassifier des patients à très très haut risque. Mais en l'état actuel, on tombe sur des sténoses et on connaît la tendance des médecins, des cardiologues. On a une imagerie anatomique qui nous dit qu'il y a une sténose significative. On a envie d'aller voir avec une autre imagerie anatomique de nos yeux. On fait une choro. Ah non, c'est pour les statines et l'aspirine, c'est pas pour la choro. Ouais. L'évaluation des plaques molles par le coroscanner chez un patient qui a une hérédité coronaire avec son père qui a fait un infarctus au même âge, tu tombes sur une sténose à 90% asymptomatique, c'est pas qu'il n'y a pas de bénéfice, c'est qu'il n'y a pas eu d'études. Il n'y a pas eu d'études. Non mais c'est pas pareil, c'est pas que cette stratégie n'a pas démontré son efficacité, c'est qu'il n'y a pas eu d'évaluation. Donc, en l'état actuel des connaissances... Non mais c'est pas pareil, c'est juste que c'est un problème un peu plus complexe, c'est qu'on ne sait pas à quoi faire des plaques molles, on ne sait pas si... Il y a quand même des études en cours de stratégie lipidique où c'est prévention primaire, rosuvastatine 20 plus inclisiran pour faire réduire la plaque sur un coroscanner avec 15 000 malades. Donc c'est des stratégies qui sont quand même innovatrices. Si à 50 ans on a une sténose serrée asymptomatique à 90% sur une plaque molle, peut-être qu'il faut faire autre chose que juste attendre qu'il y ait une ischémie, d'angor ou un événement. Donc c'est juste que c'est pas exploré. C'est pas pareil qu'il n'y a pas de données. Ouais. Mais en l'état actuel, c'est difficile de recommander de pratiquer le coroscanner. Oui, non mais tu as raison Karim, c'est ça qu'il faut dire au professeur qui est en face de toi, mais j'ai peur que ton combat soit perdu d'avance.